bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cet apéro de l'éducation consacré à l'évaluation des enseignants. Merci d'être avec nous depuis Bruxelles, la Wallonie, la Flandre et même la France. La formule par visioconférence nous rend plus accessible pour certains et on s'en réjouit. Clin d'œil particulier aux enseignants et à la direction de la place des Peupliers. On se réjouit aussi de toutes les origines professionnelles et des réseaux d'où vous venez, enseignants, direction, conseillers au soutien et à l'accompagnement, délégués au contrat d'objectifs, maîtres assistants, enseignants en haute école et à l'université, inspecteurs, chercheurs. Preuve que la question de l'évaluation intéresse, mais aussi peut-être inquiète de nombreux acteurs de l'école. Je me présente, je suis Benoît Rosens, chargé de projet et d'études à Changement pour l'égalité. Ce soir, je prendrai la casquette d'animateur et je serai garant des débats et nous souhaite un temps de travail fructueux et riche en perspectives, malgré le média que nous utilisons et la distance qui nous sépare. Alors, CG, avant d'entrer dans le vif du sujet, de vous présenter le déroulement de la soirée et nos intervenants, je vais vous dire quelques mots sur Changement pour l'égalité, mouvement socio-pédagogique d'éducation permanente. Alors, sur les 100 personnes attendues ce soir, un peu plus d'un tiers participent pour la première fois à une activité de notre mouvement. Et donc, on trouvait important de vous préciser les missions de CG. Pour les autres, cela fera une bonne piqûre de rappel. Alors, CG fête cette année ses 50 ans et en regardant dans le rétroviseur, malheureusement, on peut dire que la situation sur le terrain des écoles a peu évolué, voire empiré. Échec et réussite scolaire restent fortement liés à l'origine sociale des élèves et plus d'un élève sur deux échoue à l'école. Alors, que fait CG ? CG agit à 3 niveaux. Au cœur de la classe, dans la relation entre les acteurs et sur le plan politique. Au cœur de la classe, nous travaillons et nous réfléchissons avec les enseignants sur les pratiques, sur leurs pratiques, et nous aidons à agir là où vous êtes, et de faire connaître aussi et de proposer des façons d'enseigner qui prennent en compte la diversité des origines sociales des élèves. Dans la relation entre les familles et les acteurs éducatifs, de l'école et des associations, on veille et on aide à établir des partenariats où chacun trouve sa place. Sur le plan politique, on dénonce les failles du système scolaire, on collabore en toute indépendance aux débats qui touchent de loin ou de près au pacte pour un enseignement d'excellence et à sa mise en place, et on élabore aussi des propositions en faveur d'un changement de culture et de structure de l'enseignement pour plus d'égalité. Alors, les apéros de l'éducation, en quelques mots, ce sont des rencontres qui rassemblent depuis maintenant 2016 des acteurs de et autour de l'école pour débattre de questions qui ouvrent notre système scolaire et notre enseignement à plus d'égalité. Donc, 4 fois par an, à l'heure de l'apéro, ce soir c'est un petit peu plus tard, CG propose une conférence à 2 ou 3 voix, suivie d'un temps d'échange, puis d'un moment convivial où on noue des liens et on prolonge des discussions. Alors, cette fois-ci encore, ce dernier temps, malheureusement, ne peut pas avoir lieu. On espère que lors du prochain apéro, ça se fera en présentiel. Alors, à titre d'information, les derniers apéros étaient consacrés à la professionnalisation, à la collaboration CPMS-école, à la mixité sociale dans les classes et les conditions d'apprentissage. Et donc, chacune de ces conférences, et on me l'a encore demandé il y a quelques instants, chacune de ces conférences est enregistrée et disponible par la suite sur notre site Internet. Alors, ces rencontres, elles ne visent pas à montrer de bonnes pratiques, mais plutôt elles proposent de réfléchir ensemble sur nos pratiques pour pouvoir agir là où nous sommes. Alors, concernant le thème de notre soirée, pourquoi cette question ACG ? Comme vous le savez, fin 2020,
en septembre, à peu près à la rentrée scolaire, la presse nous annonçait un avant-projet de décret sur l'évaluation des enseignants. Et donc, il prévoit une évaluation régulière du travail des enseignants par la direction, avec à la clé une mention favorable ou pas. Dans ce dernier cas, l'enseignant serait entendu par le pouvoir organisateur, un plan d'accompagnement serait mis en place et évalué au bout de 2 ans. Et donc, pression maximum au vu des conséquences possibles. Alors, en front commun, les syndicats ont réagi à cet avant-projet, et d'ailleurs, nous entendrons Pierre Waube à ce sujet. Mais à CGE, nous pensons que l'évaluation a une place dans le débat sur l'école et son pilotage, et qu'elle pourrait être, à certaines conditions, un levier pour penser le métier et les pratiques en faveur de plus d'égalité. Alors, merci à nos 4 intervenants de nous rejoindre ce soir pour en parler. Donc, Jean-Pierre Nessan, qui est enseignant puis inspecteur général pour la culture à la retraite, qui est maintenant président de Peuple et Culture Wallonie, nous aidera à planter le décor et plus particulièrement à distinguer l'évaluation et le contrôle des enseignants. Évaluer et contrôler, est-ce la même chose? À partir de ces réflexions, nous donnerons la parole à Pierre Waube, qui est enseignant, chargé de mission pour la FGTB Enseignement. Il nous aidera à mettre les termes évaluation et contrôle en perspective à l'avant-projet de décret. Donc, quels sont les enjeux et les conséquences sur le travail collaboratif des équipes, sur les choix pédagogiques? Alors, vous l'aurez compris, que ce soit à travers l'invitation et sans doute le titre de notre apéro de ce soir, il y a un risque au niveau de la dynamique de contrôle. Et donc, quels autres dispositifs seraient possibles? Alors, nous évoquerons plus particulièrement une expérience pilotée par Sandrine Dechin, qui est enseignante, secrétaire de rédaction de la revue Traces de changement et responsable de GAP, ainsi que Luis Miguel Loreda, enseignant en promotion sociale et responsable de GAP également. Ils nous exposeront l'expérience des groupes d'accompagnement et d'analyse de pratique organisés par CGE pour mettre au travail des difficultés professionnelles. Alors vers 20h, donc ça c'est la deuxième partie de notre soirée, nous prendrons le temps d'en débattre ensemble. Voilà pour le menu et le déroulement de cette soirée. Sans plus attendre, je vais donner la parole à Jean-Pierre. Donc, pour rappel, tu as 15 minutes. Et donc, si tu souhaites te présenter en quelques mots très, très brefs, un peu plus que ce que je l'ai fait, n'hésite pas. Et au terme de 13 minutes, je t'indiquerai qu'il ne te restera plus que 2 minutes de temps de parole. Ceci afin de respecter les différents échanges. Voilà, la parole est à toi, Jean-Pierre. Un instant. Et je quitte. Je voudrais partager l'écran. Voilà. Et alors, où est mon... Voilà. Le voilà. Alors, apparemment, de la première. Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci pour cette introduction. Non, je ne vais pas vraiment rajouter des choses à la présentation. Simplement, j'ai un petit problème, je ne sais pas pourquoi. Ah, là, voilà. Donc, pour aborder la question évaluation-contrôle, CG a pris le point de vue d'un ancien praticien de l'évaluation et des contrôles dans le champ de la culture et de l'éducation permanente, puisque j'étais inspecteur général de la culture. Il faut quand même signaler qu'il y a un certain temps que j'ai quitté cette charge, il y a un certain nombre d'années, même si je suis toujours, comme on l'a dit, impliqué dans une organisation d'éducation permanente, Peuple et Culture. Voilà. Je ne sais pas pour requalifier, bien que Pierre vient de parler du projet d'éducation permanente de CG,
j'aime bien quand même de rappeler de quoi il s'agit, parce que le sens éducation permanente en Fédération Wallonie-Bruxelles n'est pas celui dominant en Europe, hein, long life learning ou formation permanente, hein, ou life-wide learning aussi. Hein. C'est le sens, j'aime bien de le rappeler ici, l'éducation permanente peut être définie comme la démarche citoyenne et critique, à la fois condition et résultat d'actions collectives qui visent la transformation sociale, politique, économique, culturelle, éducative pour plus d'égalité et de démocratie. Ça représente assez bien les enjeux de CG. Voilà. Historiquement, la notion d'évaluation, lorsqu'elle émerge dans le champ des sciences humaines et de la pédagogie, au sens large, y compris dans l'éducation permanente, c'est pour se différencier nettement de celle de contrôle, par opposition à diverses formes comme examen, épreuves, tests, courbes de Gauss et autres instruments de mesure. C'est dans les années 60-70. Progressivement, au cours des années, des glissements de sens se sont opérés par une utilisation dans différents domaines et différents champs d'activité, dans le champ social, dans les entreprises, les administrations, etc. Évaluation est donc devenue un terme équivoque, ambigu, qui suscite de nombreux malentendus et son usage est tellement très répandu, notamment parce que son contenu est tellement imprécis qu'il se prête à une pluralité de significations en fonction des contextes, des rôles et des fonctions qu'on veut lui assigner. Fonctions que révèlent souvent les qualificatifs qu'on lui adjoint, d'ailleurs évaluation sommative, qui est en fait un contrôle, dans une relation hiérarchique, évaluation de résultats, évaluation externe, etc. En fait, toute une série de vocables qui précisent un petit peu le sens qu'on lui donne. Un des glissements de sens les plus significatifs et qui amène d'ailleurs au débat aujourd'hui, à mes yeux, est l'utilisation qui en est faite dans l'évaluation individuelle des personnels dans le privé, mais qui a gagné de plus en plus le service public dans la logique de ce courant qu'on appelle la nouvelle gestion publique. Alors, ce que je vais vous proposer, c'est une grille de lecture sous la forme d'un tableau pour comparer et distinguer les notions d'évaluation et de contrôle. Voilà. Elle vise à montrer le caractère antinomique de certains éléments constitutifs des deux démarches. Voilà. Dans le cadre de cette présentation, bien entendu, elle sera forcément schématique et simplificatrice, voire un peu dichotomique. Mais dans le cadre présent, je ne sais pas entrer dans trop de détails. Voilà. Alors voilà. Donc, si on voit les principes de référence dominants dans la question du contrôle ou dans l'évaluation, on voit que je vais vous laisser lire les différents items, donc normes intérieures et extérieures, et le contrôle définit l'objectif de l'institution, en fait. Hétéronomie dominante, modèle fixé, visée intégrative à un modèle et responsabilité individuelle. Production d'un sens toujours en jeu, pratique associative. Alors, je préfère associative à collaborative, parce que collaborative, ça fait allusion à une économie et des contrats de travail. Donc, associative, dans mon cas, ça veut dire qui conduit les participants à se positionner comme associés en fonction d'un projet commun par rapport à un but précis collectif. C'est dans ce sens-là que je parle de pratique associative, modèle évolutif, aventure commune, visée créatrice, expérimentale, responsabilité collégiale. Donc voilà, par rapport au principe de référence, ce qui est sous-jacent au contrôle et à l'évaluation. Si
On s'interroge sur la relation au pouvoir et au savoir. La relation verticale et inégale dans un cas, horizontale, collégiale et partenariale dans l'autre. Le pouvoir et le savoir évaluateur sont attribués essentiellement à une seule instance. Les évalués sont récepteurs de savoir, alors que tous ont une part de savoir et du pouvoir, et seuls les partenaires du processus évaluent. Les outils, les référents de contrôle sont construits à l'extérieur. Les regards extérieurs sont des indicateurs, des éclairages, mais non des évaluations proprement dites. Et les outils référents sont construits et contextualisés par ceux qui agissent. Donc, l'équipe pédagogique éventuellement. Alors, l'implicite du contrôle, c'est aussi qu'il y a une défiance par rapport à l'autonomie de la professionnalisation. On veut contrôler parce qu'on n'est pas... Il y a une certaine défiance. Alors que l'implicite de l'évaluation, c'est justement la confiance entre l'autonomie de la professionnalisation des équipes capables de se professionnaliser. Alors, l'objet du contrôle, c'est des données objectivées et standardisées. Ça porte sur les résultats. Le quantitatif est dominant. Objectivation, je vous laisse lire. À objectivation, j'oppose subjectivation dans le sens d'advenir comme sujet, renforcer la position de sujet des participants ou du collectif au processus. Viser la performance par souci d'efficience, donc le rapport entre pour faire simple, entre les objectifs et les moyens. Donc efficience, pour faire court, c'est coût. Voilà. Tandis que l'efficacité, donc c'est un rapport aux moyens par rapport aux objectifs, tandis que l'efficacité ne met pas ce rapport en premier, mais vise, mais en premier l'efficacité. Voilà. Le processus, le contrôle est à dominante d'externalité et l'évaluation externe porte. En fait, c'est un contrôle. Et alors, je fais un petit jeu, une allusion au latin. L'extérieur vient jeter un regard à l'intérieur. Inspectare, ça veut dire d'où vient le mot inspecter. Donc, un contrôle extérieur, une évaluation extérieure, c'est en fait une inspection. Voilà, cohérence par rapport à un modèle abstrait généralisé, caractère spécifique singulier de chaque expérience collective d'évaluation. Liberté organisationnelle et pédagogique, entrave à la liberté dans la logique du contrôle. Temporalité, contrôle, il est hors temporalité. Temporalité, le contrôle est circonscrit, limité dans le temps, tandis que c'est un processus permanent et jamais terminé, et les pratiques et vécus sont inscrits dans une histoire. Dans le contrôle ici, j'insisterai sur le référent et une évaluation se permet de restructurer et de réinterpréter le référent tout en s'y rapportant. Mais prend une certaine distance par rapport à lui. Et la production, bon, j'utilise l'autosocioconstruction d'intelligence individuelle et collective, donc c'est la finalité cognitive, de savoir opérant et d'un pouvoir individuel et collectif singulier, finalité opérationnelle, mieux connaître pour mieux agir, pratique d'auto-formation, voilà. Création de compréhension, oui, donc pratique d'auto-formation dominante dans l'évaluation.
type de décision, gamme déterminée, décision ouverte. Alors, petite synthèse de ce qui est dit là-bas, de ce que dit, pardon, dans mes deux colonnes là. Selon ce qui précède, le mot évaluation recouvre une réflexion collective et partenariale à visée formelle de référence, le sens du travail et la qualité de la pédagogie. Une réflexion initiée par tous les protagonistes du travail pédagogique à partir des effets constatés, des traces et des signes interprétés, uniquement des protagonistes du travail pédagogique. Elle suppose une dynamique associative, donc comme je l'ai défini tout à l'heure, par un groupe sujet non assujetti dans sa démarche évaluative, qui conduit les participants à se considérer comme des associés, toujours dans le sens où je l'ai défini tout à l'heure. Le but est de se poser de nouvelles questions pour produire de l'intelligence collective au service du travail pédagogique et de soutenir l'engagement du collectif dans le sens qu'il a déterminé. Elle implique confiance et non défiance à l'égard de l'autonomie de la professionnalisation. Contrôle. L'objectif ultime des procédures de contrôle est de mesurer le degré de conformité ou l'écart avec une norme de référence ou un plan. L'homogénéité et la cohérence. Par rapport à un modèle abstrait, identique pour tous, fixé, imposé, qui ne peut guère être mis en question, le contrôle est un indicateur nécessaire dans le travail d'évaluation. Attention, il ne faut pas rejeter la nécessité du contrôle. Mais les résultats des contrôles sont surtout des indicateurs d'efficience des systèmes d'intervention plutôt que la mesure d'acteurs concrets contrôlés. Alors, contre l'évaluation, une hybridation est possible. Ce qui est qualifié d'évaluation externe, le contrôle, donc, relève d'un autre point de vue du contrôle qui vise, lui, légitimement, ce n'est pas la critique que je vais mettre en évidence, qui vise la conformité à des normes préalables et préalablement établies sur des exigences contractuelles ou des procédés et procédures prédéterminés. Bon. Elle ne rencontre pas deux des conditions, parmi d'autres, indispensables à l'évaluation, un processus associatif ou collaboratif, si vous préférez, et le non-assujettissement, groupe sujet non-objet. Il est impossible de mixer les deux processus. Il faut des cadres différents, des moments différents, des statuts et des buts distincts. Et les effets pervers d'un éventuel mélange sont bien connus, il y a plein d'études là-dessus, c'est le risque de délitement des collectifs, les risques de concurrence, de méfiance et d'individualisation du rapport au travail. Jean-Pierre? Voilà. Ah, voilà. Je ne sais pas si j'ai respecté le temps ou si j'ai dépassé. Si je... 1 ou 2 minutes. Voilà. Merci pour ton intervention. Je vois qu'il y a l'une ou l'autre réaction et que sans doute tout à l'heure, une fois que les différentes interventions seront terminées, il y aura quelques questions concernant les idées que tu as développées. Bien sûr. Voilà. Et donc, merci pour ton intervention. Et donc, maintenant, je donne la parole à Pierre. Alors, j'essaie de sortir. Donc, il faut que tu quittes aussi ton partage d'écran pour permettre à Pierre de... Oui, mais justement, le voilà. Je crois que j'ai trouvé comment on fait. Youp. Non, je ne sais pas sorti. Et au-dessus, je dans crois. la partie supérieure de ton écran, tu as normalement quitté le partage d'écran. Ça doit être affiché en rouge. Je le vois. Vous êtes en partage d'écran. Arrêtez, d'accord, arrêtez, pardon.
Voilà, désolé. L'écran est à toi, Pierre. Voilà. Bien, bonjour à tous. Mais que faire avec tout ça dans le contexte de l'enseignement? Je vais essayer de répondre à la question. Donc moi, je voulais commencer en fait par remettre ça dans le contexte du pacte pour un enseignement d'excellence et en particulier la réforme du pilotage du système économique, excusez-moi, du système éducatif. Euh, donc, je vais pas expliquer tout ce qu'il y a là, parce que mais c'est pour remettre ça dans le contexte des plans de pilotage et dans la volonté du pouvoir régulateur, à la fois de se rapprocher des établissements scolaires, c'est-à-dire de pouvoir mieux contrôler le fait que les établissements scolaires poursuivent bien les objectifs d'amélioration que le pouvoir régulateur a fixés, mais en même temps de laisser plus d'autonomie aux établissements sur le comment faire, c'est-à-dire sur comment organiser l'établissement et quelles décisions prendre dans l'établissement au niveau stratégique et action pour atteindre les objectifs d'amélioration. Dès le départ, quand on parlait des précédents apéros d'éducation, j'avais posé déjà ces questions-là. Quelle autonomie pour les enseignants? Parce que s'il y a de l'autonomie au niveau de l'établissement, eh bien, ce qui n'est pas clair, c'est comment est-ce que ça va s'organiser au niveau de l'établissement. Les plans de pilotage ont été lancés. Il y a déjà pas mal d'écoles qui ont lancé leur plan de pilotage. Et la question de l'autonomie des enseignants s'est posée cruellement dans certains établissements selon la manière dont les directions ont mis en œuvre les plans de pilotage. Ce que je voulais aussi dire, c'est que c'est pour les enseignants une opportunité d'agir sur l'établissement et sur les stratégies et les actions qui sont menées dans l'établissement, c'est-à-dire de reprendre un certain pouvoir sur leur métier au niveau de s'il y a des problèmes dans l'établissement, que pouvons-nous faire pour essayer de limiter ces problèmes ou de trouver des solutions. Je pars aussi d'un point de vue qui est que il faut augmenter la professionnalisation du métier, c'est-à-dire en fait avoir plus de pouvoir collectif sur le métier. Pour moi, ça veut dire que dans le pacte, je regarde particulièrement les espaces de pouvoir collectif qui ont été créés, mais il ne suffit pas qu'ils soient là, il faudra que les enseignants les investissent, c'est-à-dire s'en emparent, et ça n'a pas évidemment pas supprimé les rapports de pouvoir au sein des établissements, et il y a donc là un enjeu stratégique assez important et plus ou moins dur dans les établissements selon le mode de direction de l'établissement, ou on pourrait dire le mode de management si on veut. Donc, le modèle qui est promu à travers donc ces espaces de pouvoir collectif, c'est le modèle du praticien réflexif. Donc, je vais citer simplement le travail collaboratif, la promotion du travail collaboratif et la participation des enseignants à l'élaboration des plans de pilotage. Le modèle de praticien réflexif implique qu'on se pose des questions sur les pratiques et qu'on essaye d'évaluer les pratiques. Mais dans ce cas-là, que veut dire évaluer? Jean-Pierre a déjà tracé l'essentiel des éléments, mais je vais essayer de concrétiser ça dans le cadre de l'enseignement en particulier. Une des réformes du pacte, ça a été de préciser que le travail des enseignants pouvait prendre deux formes, c'est-à-dire le travail collaboratif et le travail autonome. C'est une volonté du pacte de promouvoir une vision plus collective du métier, d'essayer de faire en sorte qu'on soit moins isolé, seul dans sa pratique. Aussi bien en classe que dans le travail pour la classe, donc les préparations et tout ce qu'on fait pour préparer tout ce qui va se passer en classe, mais aussi, j'expliquerai, dans le service à l'école et aux élèves et dans la formation. Voilà, entrons dans le sujet maintenant. Donc, que veut dire un travail collaboratif d'évaluation?
pour le travail en classe. Je vais donner quelques exemples pour essayer de concrétiser les choses. La première chose, c'est que on peut, et c'est une des choses que j'essaye de promouvoir auprès des enseignants, c'est de dire qu'on peut faire du travail collaboratif en classe. C'est-à-dire qu'il y a une opportunité là à saisir qui serait de faire de l'observation en classe, dans la classe de quelqu'un d'autre, seul ou à plusieurs, puis d'organiser des séances dans lesquelles on fait des retours sur ce qu'on a pu voir, sur ce qu'on en pense, sur ce que et des échanges, et puis des observations réciproques, c'est-à-dire qu'on peut aller voir dans la classe de ceux qui ont été observés, qui ont été observateurs, etc. Et l'ensemble de ces possibilités potentiellement peuvent être formateurs. C'est-à-dire que évidemment il y a un cadre, on verra d'ailleurs avec c'est une des choses que moi j'ai beaucoup regretté dans ma pratique d'enseignant, c'est de ne pas pouvoir inviter un collègue en classe parce que ça ne se fait pas ou parce que c'était difficile. Le travail d'évaluation, le travail collaboratif d'évaluation, il peut évidemment se faire dans le travail pour la classe. Des exemples, préparation croisée en débat, c'est-à-dire que on peut non seulement se répartir le boulot de préparation, mais on peut aussi échanger sur les préparations des uns et des autres et suggérer des choses et débattre sur les questions didactiques, par exemple. Échanger sur la manière dont on fait soi et puis apprendre des autres. On peut aussi analyser des pratiques de classe insatisfaisantes. Et là, on verra avec le GAP un modèle d'analyse de pratiques insatisfaisantes. On peut aussi se rencontrer pour parler d'une classe et quand il y a un problème, se poser la question ensemble, pourquoi est-ce ainsi, plutôt que de laisser mon expérience est dans le secondaire, mais j'imagine que dans le primaire, c'est un peu la même chose. Laisser l'enseignant seul avec ses problèmes dans sa classe en disant, après tout, c'est son problème, c'est dans son cours. Et s'il n'y arrive pas, c'est que c'est pas un bon prof. Et donc, de nouveau, on a là une possibilité de formation collective, interactive avec les collègues. Il est possible aussi de le faire dans le service à l'école, et ça, c'est les plans de pilotage. Les plans de pilotage ont prévu, et ça, je vais un peu insister là-dessus, c'est pas seulement élaborer les plans de pilotage. Élaborer les plans de pilotage, donc c'est réfléchir à des stratégies et des actions qu'on pourrait mettre en place dans l'école pour améliorer la situation. Mais ce qui est intéressant dans les plans de pilotage, c'est que ces plans de pilotage vont être évalués annuellement et de manière triennale. Et ces évaluations permettent de modifier les plans de pilotage. Et il me semble que dans les évaluations, on peut apprendre, c'est-à-dire qu'on va être de nouveau dans une logique dans laquelle on va pas seulement mettre en place des stratégies et des actions, on va se poser la question de est-ce que ça produit les effets qu'on voulait, est-ce que ça ne pose pas d'autres problèmes? Est-ce que tout le monde s'en sort avec ces stratégies qu'on a mis en place? Et se poser des questions sur est-ce qu'il ne faudrait pas modifier un peu la manière dont les actions et les stratégies qu'on s'est fixées. De nouveau, formation pour l'ensemble de l'équipe. Donc, les moments d'évaluation sont des temps de formation. C'est du travail collaboratif qui permet à la fois de faire de l'échange d'expériences, d'apprendre de ses collègues, d'être interpellé par des pratiques de ses collègues, quand il y a vraiment la confiance aussi d'interpeller les pratiques de ses collègues. Et pour moi, ces moments-là, ce sont les moments d'évaluation qui sont prévus par le pacte, mais qui ont été dévoyés, mais ça j'expliquerai après, dans l'avant-projet de décret sur l'évaluation. C'est-à-dire qu'en fait, ce dont il est question ici, c'est un processus. Donc, ce n'est pas un moment d'évaluation, c'est un processus d'évaluation qui est, comme l'a dit Jean-Pierre, qui n'est jamais clos et qu'on est toujours en train de faire, qui est collectif et dont l'objectif est d'être formatif, c'est-à-dire d'essayer d'améliorer les pratiques, de mettre en commun et de faire équipe. Ça va? Donc, l'idée finalement, c'est que à travers ces processus de travail collaboratif d'évaluation, on crée aussi l'équipe pédagogique. C'est-à-dire que en échangeant les expériences, on se connaît mieux et on peut aussi mieux travailler ensemble.
C'est important aussi de dire que ça doit être entre pairs et que donc ça doit se passer en dehors des relations hiérarchiques. On a besoin de la confiance pour ça, on doit être à égalité et il faut qu'il y ait un cadre qui soit garant. On pourra discuter sur ce cadre éventuellement. Donc, en synthèse, le processus d'évaluation, c'est un moment de travail collaboratif ensemble pour faire part de ces observations, de ces difficultés, de ces besoins, etc. On est en train d'analyser une situation et non pas d'évaluer des personnes. C'est très important. Donc, l'objet, c'est des situations qui sont insatisfaisantes, des pratiques, des choses comme ça. En questionnant entre pairs des pratiques, des dispositifs et des difficultés rencontrées. Donc, on n'est pas de nouveau en train d'évaluer si une personne a atteint des résultats et si certains font mieux que d'autres. C'est en vue d'améliorer les dispositifs, les pratiques et les situations et de faire de l'échange de l'expérience. Et évidemment, ça peut déboucher sur des besoins de formation, des besoins d'échange, puisque c'est un processus continu. Au bout du compte, ce qu'on va produire, c'est des changements dans les pratiques ou des envies de changement dans les pratiques ou dans les actions, etc. Et donc, pour certains, ça voudra dire, tiens, moi j'ai besoin d'une formation, tiens, moi je travaillerai bien avec toi pendant cette année, enfin, des choses comme ça. On est là dans un processus d'évaluation qui enrichit les compétences professionnelles de chacun et qui crée en plus une culture commune dans l'école de l'équipe éducative. Culture commune, ça ne veut pas dire qu'après ça, on va faire tous la même chose, mais ça veut dire qu'on est en train d'apprendre ensemble avec les mêmes objets, en quelque sorte. Alors, ce qui est prévu aussi, c'est dans une procédure d'évaluation. C'est-à-dire que on ne peut pas tout mettre au niveau collectif. Il y a aussi des questions qui se posent au niveau individuel. Le modèle qui est proposé ici, c'est ce qu'on pourrait appeler l'entretien de fonction, à condition que, parce que entretien de fonction, de nouveau, c'est un mot piégé qui peut devenir purement hiérarchique. Et qui peut très vite tourner au contrôle. Donc, l'objet de l'entretien de fonction doit être formatif. D'abord, il peut être demandé par l'enseignant ou par la direction. Donc, il se passe dans un contexte hiérarchique, même si j'ai mis entre pairs, mais je vais expliquer pourquoi. Donc, on est dans un contexte hiérarchique. Ça peut être demandé par la direction, mais ça peut être demandé par l'enseignant aussi, parce qu'il y a une situation insatisfaisante et on va évaluer une situation insatisfaisante. Et pas de nouveau une personne et ses résultats. On est là pour être dans un but formatif, c'est-à-dire d'améliorer la situation, de faire en sorte que les choses après se passent mieux et de mettre en commun l'échange de cette insatisfaction. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que l'enseignant qui, par exemple, débutant, a été mis dans une classe difficile et ne s'en sort pas, peut interpeller sa direction pour lui demander de faire des choses pour que les choses deviennent possibles pour lui. C'est-à-dire que l'institution est aussi interpellée. Ce n'est pas que donc c'est le principe de l'évaluation. Peut-être j'ai pas assez insisté là-dessus, mais quand on évalue, on est en interaction, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un qui est évalué et l'autre qui ne fait pas partie de l'évaluation, qui est en dehors. On est tous dedans, en fait. Et ce qui s'évalue dans la procédure d'évaluation, c'est les responsabilités des uns et des autres, c'est les difficultés des uns et des autres, et qu'est-ce que chacun, de là où il est, peut faire. Donc, le entre pairs ici signifie que, bien sûr, on reconnaît qu'on est dans une situation hiérarchique, et il faut d'ailleurs, c'est pour ça qu'on parle de procédure, parce que la procédure est garante du fait que ce qui se joue, c'est bien de l'évaluation et qu'on n'est pas dans autre chose. Mais il va falloir établir de la confiance et décider ensemble, c'est pour ça qu'il y a égalité, c'est-à-dire arriver à quelque chose qui est un consensus. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à un consensus, on ne décide pas. Si je serai peut-être plus clair avec cette synthèse-là, dans le cas d'une procédure, on est là pour faire part de ses observations, de ses difficultés, de ses besoins aussi. On analyse les situations et on n'est pas en train d'évaluer des personnes. Donc, de la même façon, quand l'enseignant demande à rencontrer sa direction pour un entretien, il n'est pas là pour
faire l'évaluation de son directeur, il est là pour analyser la situation qui est proposée. Et chacun le fait à partir de sa fonction. C'est-à-dire que l'intérêt de la procédure d'évaluation de l'entretien de fonction, c'est que la direction a des possibilités de prendre des décisions que l'enseignant n'a pas. Et l'enseignant a la possibilité de prendre des décisions que la direction n'a pas. C'est-à-dire qu'on est bien les uns du côté pédagogique pour les enseignants sur des choses qu'on peut faire et du côté organisationnel et institutionnel pour la direction. Le but est d'améliorer les situations, les dispositifs, les pratiques, etc. Et on décide par consensus et on vise à obtenir des changements dans les pratiques, bien sûr, mais aussi des changements organisationnels et éventuellement des propositions de formation. Évidemment, il y a des conditions d'existence à tout ça. Et la première le premier risque de dérive auquel il va falloir être très attentif, c'est le risque de dérive du passage de la responsabilité professionnelle. Donc, en tant que professionnel, on a des responsabilités, à la responsabilisation individuelle des enseignants sur les résultats. Là, les mots sont importants, c'est-à-dire que dès qu'on commence à essayer d'évaluer sur les résultats, on va demander aux enseignants d'être responsables des résultats qu'ils produisent. Et de ce côté, et on va individuellement, imputer les résultats au seul enseignant. Donc on est dans quelque chose qui est de l'ordre du contrôle, c'est-à-dire qu'en fait on fixe des objectifs, on fixe des résultats à atteindre, et du coup on sort de l'évaluation et on mesure la personne, la valeur de la personne en fonction de sa capacité à atteindre des résultats qui lui sont fixés. Donc, pour éviter ça, il faut sortir de cette dichotomie, enfin, il faut au contraire recréer l'espace de l'évaluation en dehors de l'espace du contrôle. C'est-à-dire qu'on est là pour évaluer des situations insatisfaisantes avec des responsabilités collectives ou individuelles, mais réciproques, c'est-à-dire quand on est à deux dans l'entretien de fonction, on est avec des responsabilités réciproques. On est, pour le reste, on est vraiment pour améliorer les pratiques et le contexte dans l'évaluation collective, mais au niveau individuel, on est aussi pour améliorer le contexte et proposer de la formation, de l'accompagnement et modifier des pratiques. Et ça doit être absolument complètement séparé de ce qu'on appelle le contrôle des obligations contractuelles, c'est-à-dire le fait d'avoir une possibilité qui doit être, cette possibilité doit exister pour une direction de contrôler les individus sur le fait qu'ils respectent leurs obligations contractuelles. C'est-à-dire que les enseignants sont pas au-dessus des lois et peuvent pas décider, par exemple, d'arriver systématiquement en retard ou bien de ne pas respecter leur contrat de travail, en fait, les obligations qui sont liées à leur contrat de travail. Mais ça doit être complètement séparé. Et le problème de l'avant-projet de décret qui nous a été pour l'instant proposé, c'est qu'en fait, il crée ce lien entre les deux. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans l'évaluation des situations insatisfaisantes, mais dans l'évaluation des enseignants. Au niveau des responsabilités individuelles, donc l'idée c'est qu'on ferait, il faut suivre le trajet, aller vers la responsabilité collective. Donc ça c'est l'évaluation, processus d'évaluation collective. Mais si dans ce processus d'évaluation qui vise à améliorer les pratiques et le contexte, la direction remarque que certains individus peuvent être incriminés plus particulièrement, on les mettra face à leurs responsabilités individuelles pour leur imposer des changements dans leurs pratiques et leur imposer des formations, de l'accompagnement. Autrement dit, c'est une prise de pouvoir, en quelque sorte, de la direction sur les choix pédagogiques et de l'enseignant, et qui mène à un contrôle non seulement des obligations contractuelles, mais aussi des pratiques pédagogiques des enseignants. Et à partir de ce moment-là, donc la logique est plus non pas
de rendre possible le contrôle des obligations contractuelles, mais de faciliter le licenciement des enseignants qui ne conviennent pas parce que ce qu'ils font ne plaît pas. Ça va? Donc, je le dis de manière un peu rapide. Donc, le deuxième risque, c'est la contractualisation sur base d'indicateurs chiffrés, l'évaluation des enseignants par les résultats, souvent couplé avec le modèle Evidence-Based Education. Donc, je peux expliquer, en gros, ça veut dire que il y aurait des bonnes pratiques et que ces bonnes pratiques, elles ont fait leurs preuves. Et d'ailleurs, la recherche pédagogique en atteste et que donc, on n'a pas à réfléchir. On doit faire ce qu'on nous a dit de faire. Sinon, on est sanctionné parce qu'on ne fait pas ce qu'on nous a dit de faire au niveau pédagogique. Ça renforce le leadership des enseignants, des directeurs, et surtout, ça disqualifie les savoirs d'expérience. C'est le contraire de la professionnalisation des enseignants. Donc, on irait vers un métier d'exécutant et une perte d'autonomie professionnelle des enseignants. C'est ce que j'essaye de montrer depuis le début de ce pacte. C'est qu'il y a une ambiguïté dans le pacte, c'est qu'on n'a pas tranché entre ces deux modèles. Un modèle de responsabilisation individuelle qui considère les enseignants comme des exécutants pour lesquels il faut donc des évaluations sanctions, sinon on n'a pas de contrôle, on ne sait pas, on ne peut pas leur dire, on ne peut pas leur imposer des changements. On cherche la conformité des pratiques. Les pratiques viennent d'en haut, viennent de l'extérieur ou viennent éventuellement de l'équipe, mais alors de coordinateurs pédagogiques choisis par la direction, etc. Ou alors un modèle de professionnalisation qui, lui, va pouvoir renforcer les capacités des enseignants à prendre en charge les difficultés rencontrées par les systèmes scolaires ou les difficultés rencontrées par les élèves. Mais ça implique de relier le travail collaboratif à une évaluation formative et à une amélioration des pratiques. Voilà, merci pour votre attention. Merci Pierre pour ton apport. Alors, je vais sans tarder donner la parole à Sandrine Dochin ainsi qu'à Miguel Loreda pour la troisième et dernière intervention avant le débat. Alors, Sandrine, tu dois réactiver ton micro. Voilà. Voilà, bonsoir. Donc, on va vous parler du GAP. Donc, le GAP, ce n'est pas la solution miracle à toutes les difficultés de l'école et à toutes les difficultés des enseignants, mais c'est un chemin vers le travail de ces pratiques et l'analyse de ces pratiques et donc vers la formation. Donc, c'est un groupe... Attendez, parce que là, il y a un petit souci. Donc, c'est un groupe qui réunit des enseignants d'une même école ou d'écoles différentes qui vont prendre du recul sur leurs pratiques en prenant le temps de l'analyse avec d'autres enseignants pour sortir le nez du guidon et pour ne pas rester seul. Et donc, on travaille à partir de récits écrits de situations insatisfaisantes et on s'inspire de l'entraînement mental. Mais du coup, j'ai loupé la première dia. Comment est-ce qu'on fait ? Voilà. Donc, je reviens en arrière pour expliquer un petit peu comment on va raconter un peu nos gaps. Mais non, c'était la dia d'avant. Non, ouais. Voilà. Donc là, désolé, j'ai été trop vite dans les dias. Donc ça, c'est la présentation en gros. Et puis après, on détaillera un petit peu les différents temps qu'il y a dans une séance du GAP. On expliquera en gros de quelle méthode on s'inspire pour travailler ensemble. Et puis, on vous donnera quelques repères par rapport au travail qu'on fait. Et puis, on fera le lien évidemment avec le sujet qui nous occupe aujourd'hui. Voilà. Donc, les gaps se déroulent de séance en séance grosso modo de la même manière. Il y a plus ou moins 6 gaps sur l'année et un gap, ça dure plus ou moins 2 heures et demie. Et on ouvre le gap avec un temps de parole libre sur inscription pour faire passage entre la journée que chacun a derrière lui et puis le temps
de travail on va faire ensemble autour d'une situation. Ensuite, on donne la parole à la personne dont on a traité la situation la fois précédente. Elle nous donne un peu des nouvelles. Est-ce qu'il y a une piste d'action qui a été tentée? Est-ce qu'il y a moins de souffrance qu'au moment de l'écriture, au moment de l'analyse? Ou peut-être simplement le problème semble moins dramatique. Enfin voilà, c'est la personne qui parle qui décide de ce qu'elle partage au groupe. Ensuite, on rentre dans le travail sur une nouvelle situation, et donc sur une seule situation, même si tous les participants sont invités à écrire. Et donc, c'est en amont que nous, on décide de quelle situation on va travailler, sachant qu'elles sont toutes évidemment importantes et qu'elles valent toutes la peine d'être mises au travail. Et parfois, c'est le groupe qui choisit aussi quand on hésite. Voilà. Et puis, après ce travail qui dure 2 heures, on redonne la parole à celui qui portait la situation et il nous dit un peu ce qu'il pense du travail qu'on a fait ensemble, les pistes les pistes qu'il trouve plus faciles de mettre en action et puis celles qu'il va peut-être laisser et attendre. Donc voilà. Et puis comment il a vécu aussi ce moment-là, parce que évidemment c'est pas nécessairement simple d'être au centre de l'attention, d'entendre les autres du groupe qui prennent les points de vue des différents acteurs de la situation, qui émettent des hypothèses sur le pourquoi c'est ainsi. Donc voilà, c'est un petit temps de parole pour nous faire un retour de comment il a vécu ce travail-là. Après, quand on prépare la séance du GAP, on cherche des textes en nombre. Ce sont des textes en fait qui se font un peu écho, qui rebondissent un peu sur la situation. C'est des textes, soit c'est des récits de pratique, soit c'est des textes plus réflexifs. Et souvent, en fait, ce sont des textes qui allient les deux aspects que je viens de citer. Et ensuite, on clôture par de nouveau un temps de parole avant de se quitter, qu'on appelle le ça va, ça ne va pas, qui est organisé simplement en 2 tours. On dit si ça va ou on dit si ça ne va pas. Et puis un deuxième tour pour mettre une parole sur ce ça va ou sur ce ça ne va pas. Et après, évidemment, on se refixe rendez-vous et on redonne le timing pour l'écriture des récits, parce que sans récit, évidemment, il n'y a pas de travail possible. Voilà. Alors, vous voyez donc un GAP est structuré avec des temps bien définis. Et lorsque le temps principal, c'est-à-dire l'analyse de la situation problématique vécue par la personne est entamé, on le mène aussi avec un rituel très scandé, un rituel qui s'inspire de la grille de l'entraînement mental. Alors ici, dans la salle virtuelle, il y a quelqu'un qui pourrait en parler de manière bien plus compétente que moi de l'entraînement mental. Donc c'est un outil qui remonte aux années 30, qui revient, qui a été élaboré du temps de l'éducation populaire et que nous avons réutilisé parce qu'il nous semblait offrir une ouverture suffisamment grande et en même temps un cadre suffisamment rigoureux pour pouvoir triturer ce qui se passe en classe ou dans une école dans des situations singulières qui sont parfois douloureuses ou difficiles en tout cas. Alors, l'objectif, c'est de se décentrer un petit peu du réflexe qu'on a lorsqu'on vit une situation difficile, on est dans la culture action-réaction, on pense tout de suite aux solutions, tandis qu'ici, le but du jeu, c'est de faire un petit détour par la construction du problème, l'élaboration d'un problème, sur base du principe qu'un problème bien posé est déjà un problème à moitié résolu. Et donc, il y a 4 temps, je ne vais pas rentrer dans le détail de ces 4 temps, mais bien spécifique avec un timing plus ou moins spécifique aussi. De quoi s'agit-il? Où il s'agit justement de lister les faits, les paroles, les acteurs, donc les données un petit peu objectives, ce qui s'est joué réellement à ce moment-là,
Ensuite, on va essayer de construire le problème et le construire dans la complexité des points de vue des différents acteurs en présence, la complexité des aspects des problèmes, du problème concerné. Puis, on va enfin s'autoriser tout doucement à formuler des hypothèses. Et le mot hypothèse est vraiment important. On ne tranche pas à un moment donné ou à un autre. Et puis seulement dans un quatrième temps, on va envisager le que faire. Et dans la réflexion du que faire, on va essayer aussi de distinguer ce qui serait souhaitable, ce qui est possible et ce qui est probable. Parce qu'il y a la contrainte de la réalité et il faut à la fois les deux. Imaginer, rêver et en même temps voir les possibilités de récupération des pistes qu'on peut imaginer vu le contexte réel dans lequel on travaille. Voilà. Alors, donc il y a quelques repères qui nous ont amenés à décider de travailler comme ça, ou en tout cas à tenter de le faire. Déjà, pour pouvoir faire ce travail-là, évidemment, il faut qu'il y ait des règles de fonctionnement et il faut qu'il y ait une certaine confiance. Et donc, il y a la règle de confidentialité et la règle de bienveillance. Alors, ça fait un peu cucu comme ça paraît un peu simple, mais quand on écrit des situations et quand on entend les situations des autres, c'est des règles évidemment qui sont fondamentales et dans lesquelles on rentre assez facilement parce qu'on en sent l'importance. L'idée, évidemment, c'est que quand on est dans une école et qu'on a des difficultés, comme Pierre l'a déjà dit tout à l'heure, c'est difficile de les partager parce qu'il y a l'image du prof à sauvegarder et que dire aux autres que ça ne va pas dans sa classe, c'est vraiment pas évident, c'est pas du tout dans la culture des écoles. Donc, du coup, venir au GAP, c'est une façon de ne pas rester seul. Alors, le passage par l'écriture, c'est une première mise à distance par rapport à ce qu'on vit dans la classe, dans l'école. Et c'est une façon déjà de poser les choses et de choisir des mots pour raconter ça. Et c'est aussi un moment où, du coup, on se pose et ça joue aussi sur comment on est dans la classe. Parce qu'évidemment, quand on sait qu'on va devoir écrire, on fait peut-être plus attention à noter, à observer les paroles des élèves ou des collègues et donc à garder des traces pour pouvoir écrire après son texte, pour pouvoir le partager et le travailler avec les autres. Alors la question du temps, c'est quelque chose évidemment qui revient beaucoup. Il y a le temps de la classe, le temps qui passe trop vite, le temps de la phrase qu'on a dite et qu'on regrette d'avoir dite, ou la phrase qu'on n'a pas dite et qu'on n'a pas pris le temps de dire. Il y a aussi le rapport au temps par rapport au temps que le métier prend dans sa vie aussi à soi. Et puis, il y a le temps de la prise de distance. Donc, c'est évidemment l'invitation qu'on fait quand on participe à ce groupe de travail. Alors, on travaille sur une seule situation, alors qu'évidemment, on reçoit plusieurs textes, mais on est convaincu qu'en fait, cette situation, elle fait écho chez les autres et que finalement, on se met tous au travail à travers la situation qui est déposée et analysée dans le groupe. Voilà. Et alors, par rapport aux pistes d'action, comme Miguel l'a dit, il n'y a pas une solution qui saute aux yeux. Et donc, c'est à chacun de voir dans les pistes qui sont proposées, de laquelle il peut s'emparer, celle qui lui fait peut-être un peu peur et qu'il va laisser tomber. Et puis, il y a les pistes directement dans la classe, mais peut-être dans l'école aussi. Qu'est-ce qu'on peut tenter de changer? Comment est-ce qu'on peut chercher des alliés dans l'équipe pour
faire avancer les choses. Voilà. Et donc, on n'est pas dans un groupe de didactique, on n'est pas dans un travail sur des disciplines, on est plutôt dans un travail institutionnel, relationnel et pédagogique aussi, mais pas précis. On n'est pas un groupe d'outils, en fait. On n'est pas un groupe... voilà, ça peut venir dans les textes en nombre où les participants peuvent évidemment se partager via le groupe mail des choses beaucoup plus liées aux matières, mais ce n'est pas l'objectif de ces GAP-ci. En fait, la coloration de chaque gap varie aussi en fonction du problème qui est amené. Et que donc, parfois, ce sont des enjeux beaucoup plus institutionnels qui vont être mis sur la table. Et souvent, ce sont d'ailleurs des enjeux institutionnels qui transparaissent parfois à travers un problème de classe, une situation de discipline avec un élève ou avec une classe ou autre. Parfois, moins souvent, c'est vrai, ce sont des questions de didactique ou de pédagogie qui sont traitées. Mais c'est vrai que ce sont souvent des questions institutionnelles qui, à un moment donné, émergent. Voilà. Alors, du coup, qu'est-ce que nous venons faire dans cette galère de l'évaluation avec notre petite histoire de gap? Alors, pour nous, nous ne pensons pas que le gap est une évaluation ni un outil d'évaluation. Loin de là. Si nous avons accepté de parler ce soir, dans ce cadre-ci, c'est qu'il nous semble que le gap met au travail 3 questions qui sont aussi mises au travail dans le cadre de l'évaluation, et non seulement dans l'évaluation traditionnelle qui était l'évaluation individuelle de la direction, de l'inspection à l'égard de l'enseignant, mais avec aussi toutes les formules collectives qui se mettent en place et que Pierre a évoquées. Alors, la première question qui nous semble pas simple du tout et qu'on présuppose peut-être trop facilement et trop rapidement comme étant évidente, c'est la question de la reconnaissance de soi, la reconnaissance de l'autre. Et la question de l'image de soi, l'image qu'on donne, l'image qu'on voudrait donner et l'image qu'on a de moi. Et c'est pas simple du tout, en fait. Et ça peut générer toute une série de stratégies de défense ou d'évitement. Bon, le temps qui nous reste est relativement court. On pourrait partir développer cette idée-là, mais voilà. Alors, du coup, il nous semble que le gap, par ses spécificités, justement, permet de mettre au travail ça de manière intéressante, à travers plusieurs ingrédients qui le composent. Alors d'abord, comme dit Sandrine, c'est soit un lieu extérieur à l'école, ou même quand ça se passe à l'intérieur d'une école, c'est un lieu d'extimité, on dirait, donc c'est un lieu isolé, protégé, ce n'est pas un lieu institutionnel comme un autre, d'une part. D'autre part, c'est un lieu qui s'organise et qui se recrée avec une certaine récurrence, et donc c'est un rituel quelque part. Évidemment, les personnes qui l'investissent sur base volontaire. Un autre ingrédient très important, c'est que tout le monde y passe à un moment donné ou à un autre, enfin en tout cas c'est le but du jeu, même s'il n'y a pas un tour de rôle qui est clairement défini. Et je pense que le fait qu'on travaille à tour de rôle sur une difficulté que nous avons rencontrée, voilà, ça apaise les choses ou ça la rend aussi peut-être modeste mutuellement et aussi bienveillant mutuellement. On l'a dit déjà, il n'y a pas de parole finale, il n'y a pas de maître qui va donner, et sûrement pas nous. Et donc peut-être tout ce cadre-là permet de construire une certaine forme de confiance. Une deuxième question qui nous semble importante aussi et commune avec la question de l'évaluation, c'est la question de l'autre qui se présente comme une occasion pour se mettre au travail soi. Alors, institutionnellement, quand c'est imposé, c'est un certain cadre bien précis. Ici, si vous voulez,
Cette question se met au travail en faisant souvent du billard à 3 bandes, en fait. Parce qu'on vient dans le groupe, mais on va travailler sur la situation de quelqu'un d'autre, sur la difficulté de quelqu'un d'autre. Et c'est peut-être pas mal, justement, parce qu'on aborde les difficultés, qui sont en fait des difficultés communes, et on se découvre souvent des difficultés communes de manière forte, mais donc de manière un petit peu atténuée et pas frontale. C'est une manière aussi d'aborder la question des différences entre disciplines, puisque se retrouvent des enseignants qui enseignent des disciplines différentes, mais aussi des enseignants de niveaux différents, notamment sur les caps extérieurs avec des enseignants purement volontaires. Il y a des instituteurs, il y a des régents, il y a des licenciés, des masters. Et il y a aussi des travailleurs du social qui sont préoccupés par l'école et qui donc investissent aussi le gap. Et donc, ça permet de croiser un regard multidisciplinaire, transdisciplinaire, sous une autre forme qu'une forme institutionnelle pensée. Alors, la troisième et dernière question qui nous semble intéressante et commune avec la question de l'évaluation, c'est la question du rapport à la norme. Le rapport à la norme qui n'est pas simple non plus à l'école. Deux rapports à la norme que j'ai vécu souvent ou que je vis encore souvent dans ma pratique à l'école et ailleurs, c'est d'un côté le souhait, le désir de chacun fait ce qu'il veut. Je suis compétent, qu'on me fiche la paix. Et de l'autre côté, il y a une bonne façon de faire, les fameuses bonnes méthodes qu'on imposerait aux écoles déficientes dans l'imaginaire de certains et auxquelles Pierre a fait référence. Et on n'est ni dans l'un ni dans l'autre. C'est ni des goûts et des couleurs, ça ne se discute pas, ni voici la bonne façon. Et en feuilletant un texte de Christophe Dejour, qui est le psychiatre qui travaille justement sur les questions du monde du travail, il parlait d'écrire ensemble la doctrine. Et un gap, en fait, c'est un lieu où, de manière très modeste, on bricole et on élabore ensemble un petit peu la doctrine, où on la réélabore à notre sauce. Et c'est très bien ainsi. Donc, même s'il y a des textes à la fin qui arrivent, ce sont des textes qui apportent des éclairages en plus et pas à nouveau le savoir sur la question. Et en plus, une élaboration où la question de la subjectivité a une place. Ce n'est pas du savoir théorique final auquel on aboutit. C'est du savoir incarné dans une situation précise, approprié par certains et énoncé par d'autres. Et ça nous semble aussi très, très important. Une condition de changement, puisque la question de l'évaluation est liée aussi à la question du changement, nous semble intimement liée à la question de est-ce qu'on peut s'approprier subjectivement cela, oui ou non? Voilà,